par ce qui s'est passé à Rennes, parce que je trouve que c'est absolument effrayant ce qui se passe aujourd'hui. On a parlé de Marseille la semaine dernière, et là c'est Rennes. C'est juste une guerre des gangs. C'est juste une guerre pour récupérer un point de deal. Et vous avez des gens à 2h du matin qui arrivent avec des kalachnikovs et qui se tirent dessus. C'est la France d'aujourd'hui. C'est pas partout pareil, mais c'est la France. C'est pas que Marseille, c'est maintenant des villes moyennes. Donc je crois qu'on va être avec Frédéric Gallet dans une seconde, qui est secrétaire départemental Ille-et-Vilaine Alliance. Bonjour Monsieur Gallet. Mais pour ceux peut-être qui ne connaissent pas ce qui s'est passé à Rennes et qui est proprement effrayant, me semble-t-il, écoutez Tanguy Hamon. En pleine nuit, les habitants du quartier du Blône à Rennes ont été réveillés par de nombreuses détonations d'armes à feu. Une quinzaine de douilles au total ont été retrouvées sur place et 2 individus âgés de moins de 30 ans ont été blessés. L'un a été touché au bras, l'autre au tronc. Leur pronostic vital n'est pas engagé, mais la voiture dans laquelle l'une des victimes circulait a été retrouvée criblée de balles, nous a-t-on décrit. Des impacts ont même été retrouvés sur la façade de 2 appartements. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée a été ouverte. Selon les premiers éléments à notre disposition, une dizaine de personnes seraient impliquées dans cette fusillade. Elles seraient liées à un contexte d'affrontement entre 2 bandes rivales pour contrôler un point de deal du quartier. Des faits similaires s'étaient d'ailleurs déjà produits au début du mois de décembre, menant à l'arrestation de 4 personnes. Vous parlez à un maire de n'importe quelle ville de France, il vous dit « Mon premier problème aujourd'hui, c'est la drogue ». N'importe quelle ville. Maire de droite comme maire de gauche. Nathalie Appéré, qui est la maire de gauche cette nuit, a communiqué. Cette nuit, des individus armés ont échangé des tirs à proximité d'un point de deal dans le quartier du Blône à Rennes. Soutien aux habitants, merci pour eux, qui ont vécu une nuit traumatisante et sont confrontés à l'extrême violence du narcotrafic. Les forces de sécurité sont mobilisées. Madame Appéré, qui était dans des conférences où, avec LFI, il y a encore 2 ans, sur la police tue. Je le rappelle. Très à gauche, évidemment, Madame Appéré. On va être le communiqué Alliance que vous allez voir avant de parler avec Monsieur Gallet, qui va nous dire précisément ce qui s'est passé et puis ce qui se passe ce matin. Scène de guerre à Rennes, c'est le communiqué de Alliance, parce qu'on en est là en fait en France. C'est scène de guerre, mais t'as l'impression que vous en avez beaucoup entendu parler ce week-end ? Non. Ça a été l'ouverture des journaux de TF1 ou France 2 ? Non. Moi, je le découvre. Hein. Non, mais voilà, c'est scène de guerre, voilà. Mais tout le monde trouve ça normal. Ouais. Il y a une banalisation. Banalisation totale, et de ça. Alors, Monsieur Gallet, d'abord, dites-moi, ce point de deal ce matin, par exemple, est-ce qu'il est contrôlé, sous contrôle ? Racontez-nous ce qui se passe à Rennes. Le point de deal ce matin comme hier, depuis les événements, est sous la surveillance de la CRS 82 dès la suite des événements, qui a été relayé par la CRS 8. Donc des brigades qui sont équipées et entraînées pour ce genre d'intervention et pour les violences urbaines, notamment la sécurisation des points de deal, des situations dangereuses ou éventuellement des dealers ou des hommes armés, puissamment armés, comme cagoulés et porteurs du gilet pare-balles. On a pu le voir dans la nuit de dimanche, sévissent. Et la particularité de cet épisode sur Rennes, qui est une ville moyenne, où on est habitué malheureusement à l'utilisation des armes sur ces points de deal, parce que c'est pas la première fois ni dans ce secteur ni dans d'autres secteurs où le deal sévit. C'est la longueur des échanges qui ont duré plus d'une heure. Donc là, c'était vraiment c'est une nouveauté sur Rennes, qui est, je le répète, est une ville moyenne qui est censée être une ville plutôt tranquille de province. Bien évidemment. Il y a combien de points de deal à Rennes ? On le sait ? Beaucoup. Ah oui, mais combien ? C'est 10, c'est 15, c'est 50, c'est 100 ? J'ai aucune idée en posant la question. On a au moins une cinquantaine de points de deal qui tournent. Et ils sont répertoriés, ces points de deal ? Tout le monde sait où ils sont répertoriés. Ils sont répertoriés. On a des cartes où les unités sévissent tous les jours. Ils sont tous les jours en action pour éradiquer et interpeller les vendeurs et les acheteurs. Mais malheureusement, on n'a jamais fait autant d'opérations anti-stup. Et malheureusement, ça ne suffit pas à éradiquer
deal de rue et le deal qui sévit notamment au niveau de la place du Banat. Manifestement, tout ce qu'on fait depuis 40 ans, c'est ce que je dis. Je dis toujours la même chose. Donc, tout ce qu'on fait depuis 40 ans ne marche pas. Donc, est-ce qu'on pourrait faire autre chose? Voilà. Alors, je voudrais qu'on écoute, parce qu'effectivement, ça résonne avec ce que disait le procureur de Marseille la semaine dernière, Monsieur Besson, qu'on va réécouter. La bataille est perdue. Et puis après, je vous ferai écouter, parce que, j'allais dire mon ami Bukele, mais il est très bon, ce président du Salvador, parce que lui, il a résolu le problème. Ah bah oui, ça. Nayib Bukele, mais ce qui m'a amusé, on va voir ce tweet, il a proposé ses services à Haïti, Monsieur Bukele. Il a dit, nous pouvons le réparer, mais nous aurons besoin d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, du consentement du pays hôte et de tous les frais de mission à couvrir. Peut-être que Monsieur Bukele, il va proposer ses services à la France un jour, puisque lui, il a réussi. Monsieur Bukele, alors évidemment, c'est méthode. Il met en prison tous les gens qui ont des tatouages. Hein. Donc ça va faire. Non, alors vous voyez. Non mais c'est une blague. Oui, mais il faut pas blaguer avec ces choses-là. Non mais d'ailleurs, c'est vrai. Hein, c'est ce qu'il fait. Mais Monsieur Bukele, C'est une blague ou c'est vrai? Non, c'est ce qu'il fait. Il a dit l'autre jour, faut bien comprendre que la prison chez nous c'est l'horreur. Donc que tous ceux qui y rentrent, ils n'en sortiront plus. On ne mange que 2 fois par jour, et si ça se passe mal, on mangera plus qu'1 fois par jour. Et sans couvert. Et ils sont 40 par cellule. On peut voir d'ailleurs les images, parce que la prison est ultra moderne. Ils ne sortent pas. Avec de la lumière artificielle en permanence. Ils ne sortent pas. Et ils n'ont pas de matelas. Non. Mais il faut savoir ce qu'on veut, en fait. C'est le modèle voulu pour la France. Mais c'est pas ce qu'on veut. Mais il faut savoir. On sait tout ce qu'on veut, mais on peut espérer chez nous. Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrête la drogue. Oui, mais pas comme ça. Et ben, si vous avez une solution, vous la dites. Mais le problème, attendez, c'était pas de... Vous la dites. Vous la dites. Pascal, déjà, il faut pas avoir des traitements inhumains. Mais ce sont des traitements inhumains. Là. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, chacun. Je pense que je suis pas le seul à le dire. Avec une marge d'erreur de 10% de prisonniers. Je ne vous donne pas. Je ne vous donne lumière et leur dire vous sortez plus, c'est inhumain. Il a été réélu à 87%. Mais c'est mais attendez, il y a quand même mais peu importe, je vous assure. Moi, je vous donnerai pas mon avis. Vous avez raison. Je ne vous donnerai pas mon avis. Vous l'avez déjà donné. J'expose. Non, j'expose les faits et chacun, comme toujours, choisit sa position. Mais non, mais attendez, alors, est-ce qu'on peut juste écouter Monsieur? Non, écoutons Monsieur Besson et après je vous donne la parole. C'est les peines de prison. Oui, mais écoutez, il faut être clair, la bataille est perdue, sans stigmatiser la profession. Avec l'administration pénitentiaire, on sait que drogue, téléphone mobile rentrent tout à fait facilement. On commence, parce que les moyens de ces réseaux criminels sont infinis, à avoir de plus en plus, et Madame Faure l'a indiqué, de problématiques de corruption de fonctionnaires de police. Et nous entamons une réflexion avec le procureur général sur des cabinets qui seraient sujets à beaucoup d'annulations de procédures. Ça peut être dû à l'incompétence, mais ça peut également être dû à la corruption. Donc on va essayer d'avoir des actions proactives, et nous avons actuellement 2 enquêtes en cours à Marseille sur des fonctionnaires de greffe qui sont effectivement suspectés de renseigner des membres du crime organisé. qui est le procureur de la République. On va être dans une seconde avec toujours Frédéric Gallet, secrétaire départemental Ille-et-Vilaine Alliance. Mais Elisabeth Lévy voulait dire quelque chose. Oui, c'est-à-dire qu'avant de rendre nos prisons totalement, effectivement, inhumaines, je ne crois pas que ce soit des palaces, si vous voulez, il faudrait déjà qu'il y ait des peines de prison, qu'elles soient dissuasives, qu'il n'y ait pas de trafic en prison. Ça me paraît... J'ai du mal à comprendre qu'on ne puisse pas contrôler, si vous voulez, ce qui se passe dans les prisons. Ça, j'ai vraiment du mal à le comprendre. Donc, peut-être déjà faudrait-il que les gens aillent en prison avant qu'on se pose ce genre de questions. Vous savez, Badinter disait une chose, Robert Badinter disait une chose intéressante. Il disait, il faut que la prison, ce soit quand même qu'il y ait toujours quelque chose d'un peu moins bien que la vie. La prison, ça peut pas être l'hôtel de luxe. C'est vrai, il disait ça. C'est vraiment intéressant. Vous avez raison. C'est vraiment intéressant de dire que la prison ne doit pas être le club méditerranéen. Excusez-moi, c'était une chose que c'est une chose que dans l'opinion. Non, je vous assure, il disait, faut que la prison, ça doit être une privation de liberté. Remarque. Non, il disait qu'il faut que ce soit encore plus que la privation de liberté. Mais vous pouvez pas rajouter des traitements inhumains à la privation de liberté. Il faut que ce soit dur. Pas inhumain, dur. Il faut que ça prépare. Si vous me permettez, mettre quelqu'un dans 15 mètres carrés, par définition, c'est inhumain. Donc, non, c'est pas quelqu'un par 15 mètres carrés. C'est par définition, c'est inhumain. 2 à 3 par 9 mètres carrés. Oui, donc c'est inhumain. Mais là, en l'espèce, par exemple, une des solutions, c'est de faire des prisons hautes de sécurité. Sur un matelas par terre.
3 000 aujourd'hui. De faire des prisons haute sécurité, effectivement, et en fait d'avoir un plan anti-drogue, voilà, massif. Moi, j'aurais deux désaccords. M'expliquer pourquoi on n'arrive pas à contrôler. Mais parce que c'est très simple. Vous avez l'intimidation, vous avez un rapport de force, vous avez des gens qui sont à l'intérieur qui peuvent faire pression sur vos familles, etc. Donc parler. Pour acheter la paix sociale en prison. Voilà, c'est pour acheter la paix sociale en prison. C'est pour ça que, en fait, faut complètement changer de logiciel. Autrement, nous y sommes encore dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais on y viendra. Hein. Mais de toute façon, Nathan, et après on va avec Monsieur Gallet. La première, c'est vous voyez bien que ça marche pas. On fait pas totalement rien. Il s'est passé ce week-end un événement important, l'arrestation du chef du gang Yoda au Maroc, qui est l'un des principaux chefs de mafia à Marseille. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais cette information qui est incroyable, mais c'est que la guerre des gangs qui a eu lieu ces derniers mois à Marseille a été provoquée par une dispute en boîte de nuit à Bangkok entre ce monsieur et le chef de l'autre mafia, DZ Mafia, et tout ça a commencé parce qu'il y en a un qui a jeté des glaçons sur la tête de son concurrent et ça a engendré les morts qu'on connaît. Donc ça, c'est quelque chose d'important à dire. C'est un scénario de film. Hein. Oui, un scénario de film. Et la deuxième, et de mauvais film. Et la deuxième que j'aimerais dire, c'est que moi, quand même, il y a environ à peu près 5 millions de personnes qui se droguent en France. Je ne pense pas que ce soit en durcissant la législation ou les arrestations des petits travailleurs dans les réseaux qu'on va changer cette réalité. Il faut attaquer les consommateurs selon vous, parce que ça c'est la grande question. Est-ce que les consommateurs, il faut les attaquer, ou alors on s'en fiche, ou on dit bon on s'en fout en fait. Faire les deux. Mais on va pas faire tous les jours des sujets là-dessus. Vous voyez bien que ça prend une proportion folle dans la société française. Je demande à Monsieur Gallet ce qu'il en pense, et je salue Monsieur Thierry Orsoni, qui est un membre important du Club Med, qui me dit effectivement, prison et Club Med, ce n'est pas la même chose, dit-il. Bien sûr, je ne voulais pas, bien sûr, mettre en difficulté le Club Méditerranée. Non, qui est pas de. Oui, parce qu'évidemment, tout le monde réagit maintenant. Le directeur du Club Med dit vous êtes gentil, mais qu'est-ce que je viens faire dans votre débat? Bon, j'ai rien demandé, je suis tranquille chez moi. Et bon. Monsieur Gallet, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait selon vous? Parce que vous êtes sur le terrain depuis combien de temps? Alors moi, je suis rentré dans la police en 1990, donc vous avez un peu de recul. Ça s'est accéléré. Un autre contexte. Bon, à Rennes, par exemple, il n'y avait pas de souci de ce type il y a 20 ans. Moi, je suis arrivé sur Rennes en 2006. Il y a 20 ans, quoi. Rien à voir. Donc il n'y avait rien. Donc en 2006, il n'y avait pas de souci. Bien sûr qu'il y avait des points de deal et des différends entre ces dealers, mais rien à voir avec alors qu'est-ce qu'on fait l'importance et la puissance de feu. Qu'est-ce qu'on fait? Mais vous n'êtes pas un politique. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on demande, nous, depuis des années, c'est-à-dire des effectifs en plus, parce que quand vous voyez la violence et la puissance de feu de ces personnes qui sont dehors, et malgré tout le travail qu'on fait pour lutter contre les trafics de stupéfiants, l'important, c'est évidemment d'arrêter les petits dealers, mais ce qu'il faut, c'est aussi constituer des dossiers suffisamment solides pour tuer les têtes interpeller les têtes de réseau, donc ce qui demande énormément de travail. Et la justice depuis des années nous a contraints, notamment sur les écoutes, sur le balisage, sur les saisies au niveau des fadettes, à compliquer les procédures judiciaires. Nous, ce qu'on demande au niveau d'Alliance, c'est évidemment du renfort d'effectifs pour que vous ayez des policiers dehors pour rassurer la population, pour empêcher ces deals de rue ou ces deals qui sévissent dans les halls, rassurer toute la population et qu'on puisse nous travailler et en sécurité et équipés avec des armes lourdes et des protections qui nous permettent d'aller plus sereinement dans ces secteurs. Et il existe une solution aussi là qui est politique, et on a déjà saisi le préfet et notre ministre, c'est-à-dire que Rennes soit reconnu en zone sensible, particulièrement sensible, et ce qui nous donnerait un abondement d'effectifs et des moyens plus conséquents pour lutter contre ces trafics de stupéfiants. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Gallet. Et alors, j'ai des messages également qui arrivent de Nantes, où on me dit venez, cours des 50 otages, qui est une artère très connue. C'est une catastrophe, personne ne bouge au milieu des familles qui se baladent. Bon, c'est partout, bien évidemment. Florian Bachelier fait preuve d'humour. Il a été député de Rennes et il dit je propose d'envoyer Madame Appéré au Salvador en stage pour voir comment ça se passe. Bon, tout ça, c'est effectivement de l'humour. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Parce que si vous permettez, qu'est-ce qu'on fait? Donner mon opinion. D'abord dire qu'Elisabeth a raison, il faut sécuriser nos prisons. Oui. On est bien d'accord.
Non, mais c'est 30 000 portables qu'on saisit chaque année. Oui, mais vous permettez que je dise un mot? Oui, bien sûr. Oui. Pascal, ça c'est une chose. Faire que la peine soit dissuasive et qu'elle soit exécutée. Après, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à ce qu'a suggéré d'ailleurs le maire de Marseille, un plan Marshall. Ça serait quoi en France, un plan Marshall? Faire ce qu'ont fait les États-Unis en 1973. Ils ont créé le DEA, Drug Enforcement Administration. Le DEA, c'est quoi? C'est 3 milliards de budget, c'est 12 000 agents et c'est 80 bureaux dans le monde entier. Ils ont déclaré la guerre, véritablement, au grand trafic de drogue. Bon, il faudrait transformer... Alors, franchement, les résultats J'ai pas fini, juste ma phrase. En France, il faudrait transformer ce qu'on appelle le MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et addictions. On met tout dedans. Il faut le transformer en un organisme offensif, un véritable outil qui déclare la guerre au plan national. Nous avons compris. Voilà. André Valigny me dit tout le problème. De vous convaincre ni de vous intéresser. Non, parce que c'est des solutions qui servent à rien, évidemment. Et ça fait 40 ans que ça sert à rien. Je peux dire un mot. On l'a pas fait. Mais on l'a pas fait. Même... Bon, tarif, frapper le problème à la source, me dit André Valigny, 5 000 francs d'amende minimum. Oui, effectivement, j'ai fait qui fume un pétard. 5 000 euros, 5 000 francs, 5 000 euros, pardon. Mais pour qui? Pour les Philippe Guibert. Il y a un aspect qui me paraît tout à fait essentiel, qui est de se diriger vers les consommateurs. L'État continue, moi je le répète à chaque fois, mais l'État continue à ne rien dire aux consommateurs au nom du fait que c'est illicite. Et donc, toute la bataille qui a été menée contre la cigarette et contre l'alcool depuis 20 ans, l'État ne fait rien contre les drogues. Il n'y a pas une mobilisation de l'État et de la société pour transformer le combat contre la drogue en un combat où les drogués deviendront minoritaires et le rapport de force sociale doit s'inverser. Bonne chance. Je pense que c'est important. Non, mais je pense que c'est essentiel. On l'a réussi sur la clope. Oui. On l'a réussi sur l'alcool. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part quelques irresponsables, plus personne ne prend le volant. En ayant trop bu, il y a toujours quelqu'un qui dit je prends le volant. Je pense que... La blague. Non, c'est pas une blague, je suis désolé. Il y a une évolution. On l'a divisé par 4. Il y a une évolution de la société. Bon, on change de sujet. Il n'y a pas eu de prise de conscience sur la drogue. Et l'État, là-dessus, est coupable. Monsieur Gallet est toujours là, je le remercie. Monsieur Gallet, il est parti. Merci. Vraiment, merci à vous. Merci, je suis là. Merci à vous, et j'ai l'impression que ces sujets, ils vont revenir dans l'actualité régulièrement. Mais ce qui m'étonne, je le répète, parce que c'est la banalisation, c'est-à-dire que une guerre des gangs à Rennes, en fait, personne n'en parle. Si j'exagère un peu, sauf dans Ouest France. Je vais vous dire, Pascal, c'est quand il y a c'est triste à dire, mais c'est quand les victimes collatérales vont commencer à augmenter que les gens se révolteront. Mais aujourd'hui, quand il n'y a pas de victimes collatérales, personne n'en parle. C'est ça la réalité qui est triste. Emmanuel Macron. Et c'est ça la réalité. Il y en a eu récemment des victimes collatérales. Mais oui. Mais c'est autre sujet du jour. Dans sa chambre. C'est voué à augmenter. Autre sujet du jour. Et là, on va commencer ce sujet. Je pense qu'on le poursuivra bien évidemment après la pause. Emmanuel Macron a dévoilé hier dans un entretien publié par La Croix et Libération son modèle français de la fin de vie. Une aide à mourir qui doit permettre à certains patients, selon des conditions strictes, de recevoir une substance létale. Et je voulais d'ailleurs, parce que je pense souvent à lui et nous pensons souvent à lui, vous montrer le tweet de notre ami Charles Bietri, qui, comme vous le savez, est atteint de la maladie de Charcot. Et je sais que Charles nous écoute régulièrement et peut-être même tous les matins. J'ai réussi à bien vivre, écrit-il. Je n'ai pas envie de mal mourir. La maladie de Charcot m'a déjà privé de l'usage des jambes et de la parole. Bientôt, ce sera la respiration, accompagnée de souffrance pour moi et les miens. Cette loi, un premier pas, peut nous offrir liberté et dignité. Merci. Et pourquoi j'ai choisi de commencer ce chapitre par précisément quelqu'un qui est concerné par cela? Parce que je pense que la parole de ceux qui sont concernés, me semble-t-il, est prioritaire par rapport à ceux qui ont un regard sociétal, anthropologique, que sais-je, là-dessus. Il me semble qu'il faut écouter la demande de ceux qui sont dans cette situation. Pour le reste, qu'a dit Emmanuel Macron? Cette loi ne crée à proprement parler ni un droit nouveau, ni une liberté, mais elle trace un chemin qui n'existait pas jusqu'alors et qui ouvre la possibilité de demander une aide à mourir, sous certaines conditions strictes. Le terme que nous avons retenu est celui d'aide à mourir, parce qu'il est simple et humain et qu'il définit bien ce dont il s'agit. Je suis assez d'accord. Je trouve que ce mot est plutôt... plus que suicide assisté, c'est sûr. Voilà, il y a une douceur, si j'ose dire, dans ce mot.
aide à mourir. D'abord, le mot aide, je le trouve vraiment intéressant. Et aide à mourir, oui, parce que suicide, euthanasie me paraissent des mots extrêmement violents. Alors, après, il dit ce n'est ni de l'euthanasie ni du suicide assisté. Est-ce que c'est vrai? C'est une autre question. Il met d'autres mots. Mais au fond, quand vous n'êtes pas dans la capacité de prendre le produit létal vous-même et que vous êtes aidé par un tiers, par un médecin pour le prendre, ça reste une forme d'euthanasie. Le terme d'euthanasie désigne le fait de mettre fin au jour de quelqu'un avec ou même sans son consentement, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Le nouveau cadre propose un chemin possible dans une situation déterminée, avec des critères précis où la décision médicale a son rôle à jouer. Bref, on va en parler tout de suite après la pause. Il me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez, aide à mourir. Moi, j'aime pas ce terme. Vous n'aimez pas? J'aime pas l'idée que l'État doit... si vous voulez, l'idée que l'État... D'abord, c'est difficile de mourir, ça c'est vrai, mais l'idée que l'État doit nous aider à mourir me gêne. Mais je comprends qu'il est effectivement plus... C'est pas l'État, c'est les médecins, la famille. Pas l'État qui aide à mourir. C'est quand même la loi, excusez-moi, mais... D'accord, je ne suis pas, je ne suis pas sensible à ça. Mais c'est pas l'État qui arrive avec des gens... Non mais d'accord, mais... si, toc, 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 on va vous aider à mourir. Je suis désolé, c'est quand même la loi qui le fixe. Bon, la société... Ou la société, si tu préfères. Mais et après, on voit que... Thomas Hill est là. Thomas Hill pour Europe 1 qui va prendre le flambeau.